Naturellement, mon candidat est connu, c'est Denis Sassou Nguesso. Je pense que c'est le candidat de l'expérience. Je pense que c'est celui qui donne une place prépondérante à la jeunesse. C'est celui qui croit encore que l'énergie de la jeunesse est conjointe avec l'expérience des anciens peut permettre de transformer notre pays. C'est un homme d'expérience. Je le préfère lui à quelqu'un que je ne connais pas encore. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Face aux enjeux cruciaux de gouvernance et de développement que traverse la République du Congo, nous avons le plaisir d'accueillir le député de la circonscription unique d'Ongoni, Monsieur Yves Mundele Ngolo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le député. Comment se porte aujourd'hui votre circonscription ? Écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Ma circonscription se porte comme toutes les circonscriptions du Congo. Il y a des réalités, il y a des difficultés, mais je dirais qu'elle se porte bien. Les choses avancent. Dans le cadre de mon mandat, je me suis battu pour faire inscrire quelques projets au niveau de la loi de finances, la reconstruction de certaines écoles, le réaménagement de certaines voies, notamment les routes en terre qui permettent aux agriculteurs locaux de pouvoir sortir leurs marchandises. Nous avons pu quand même faire venir quelques investisseurs dans le domaine de l'agriculture. Nous nous sommes battus pour organiser les petits producteurs locaux en coopérative agricole pour pouvoir se fédérer et partager ensemble les coûts, notamment la location d'un tracteur, l'achat des semences, etc. Donc nous les avons accompagnés dans ce sens-là. Bien évidemment, beaucoup de choses restent à faire. Là, nous sommes quand même dans une ruralité, dans des zones donc plus ou moins reculées. Nous nous battons pour que la route bitumée arrive dans la localité. Nous nous réjouissons d'avoir pu convaincre le gouvernement de l'inscrire au niveau de la loi de finances. Donc nous espérons qu'une fois que nous traverserons cette secousse financière que connaît le Congo, que nous puissions avoir la ressource pour pouvoir lancer et que le gouvernement lance ces gros travaux d'envergure. Et qu'en est-il de la création donc, du département Alima-Nkeni? A-t-elle changé la vie justement des habitants, même d'Ongoni? Oui, la création du département Nkeni-Alima est une très bonne chose parce qu'il nous a permis de pouvoir rapprocher les populations du centre. Vous savez, Djambala, c'était, vous imaginez, un habitant d'Ongoni, lorsqu'il veut faire valider un document administratif, devait faire à peu près la même distance que Ongoni-Brazzaville, en allant à Djambala. Aujourd'hui, le centre est à Gamboma, le chef-lieu de district. C'est à peu près 15-20 km de la localité, donc forcément, c'est un ouf de soulagement pour ces populations-là qui se voient rapprocher le centre administratif des populations. Donc c'est une très bonne chose, nous nous réjouissons de cela et d'ailleurs à propos, nous remercions le gouvernement d'avoir entendu l'appel des populations de toute cette zone, Gamboma, Ongoni, Makoti-Poko, Abala, Olombo. Voilà, c'est à peu près 6 districts qui désormais se rapprochent un peu plus du centre. C'est une très bonne chose, nous nous en réjouissons. Vous êtes identifié comme un député particulièrement engagé sur les questions agricoles. Pourquoi avoir fait ce choix de priorité? Certes, comme vous l'avez dit, il y a la priorité aussi à la santé, l'éducation, mais sur ce point-là, vous êtes beaucoup plus investi. Alors, moi, je pars du principe où, dans les ruralités, nous avons comme un avantage naturel. La terre est fertile dans nos localités. Et donc, comment organiser les populations au niveau le plus petit possible à pouvoir profiter et valoriser le travail de la terre. Ça leur permet de pouvoir gagner en dignité, ça leur permet de pouvoir sortir de la pauvreté accrue. Et c'est un processus. C'est un processus. Moi, je crois en l'agriculture. Nous avons des terres fertiles, pas suffisamment exploitées, mal connues. Et d'ailleurs, à propos,
vous le savez peut-être, nous nous sommes battus pour faire en sorte que la maison russe, qui est un peu le centre culturel russe en République du Congo, signe un partenariat avec le lycée agricole d'Ongoni. Et il y a 1 an et demi, nous avons pu nous battre sur fonds propres parfois, à faire en sorte que 7 étudiants partent d'Ongoni pour Saint-Pétersbourg, pour Moscou, vers les grandes universités. Ils ont pu avoir des bourses de la Russie pour pouvoir faire élevage, agriculture, pêche. Ça veut dire que dans quelques années, ces élèves rentreront au Congo avec des diplômes d'ingénieurs, avec des diplômes qui vont leur permettre de valoriser le travail de la terre dans la localité. Cette année également, nous sommes en train de nous battre pour que 4 ou 5 parmi les meilleurs étudiants du lycée agricole d'Ongoni qui puissent bénéficier de la même expérience. Mon objectif, c'est voilà, durant mon mandat, si je peux accompagner à peu près 7 ou... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Si je peux accompagner à peu près 15 ou 20 jeunes à aller se former à ces niveaux-là, nous aurons atteint un bon objectif dans le cadre de l'amélioration du travail de la terre, auquel je crois forcément, parce que je suis convaincu que c'est par là que nos ruralités vont se développer. C'est par là que les citoyens vont pouvoir mieux gagner leur pain et ne pas forcément dépendre des hommes politiques ou des charlatans. Vous pensez réellement que la création donc de la zone agricole protégée, la ZAP, est vraiment à porter ses fruits? Est-ce qu'on voit l'avancement et qu'en est-il justement de ces projets agricoles? Vous voyez, l'exemple de la ZAP est formidable. Déjà, je remercie le gouvernement de la République d'avoir cru en cette demande. C'est, sauf erreur de ma part, l'une des ZAP qui se trouve dans un endroit où il y a un lycée agricole. Ce qui permet aujourd'hui aux élèves du lycée agricole de pouvoir faire de la pratique au niveau de la ZAP. Donc déjà rien que ça, c'est une victoire parce que ça permet de sortir du tout théorique. Ensuite, je me réjouis encore de cette initiative parce que nous sommes là à la 2e récolte. Les populations de ces localités, l'année dernière, ont récolté plus de 8 500 000. Cette année, environ 9 millions. C'est de l'argent qui leur appartient. C'est la première fois pour eux de toucher une somme aussi importante. 8 500 000 de francs CFA, ça fait un peu plus de 12 000 euros. C'est une belle somme à se partager entre eux. Et derrière, ça a créé des vocations. Ça a suscité des envies. D'autres villages qui ont des terres similaires me font appel pour faire le plaidoyer pour qu'il y ait une zone agricole dans leur village, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cet élan. Nous avons un grand village dans la localité qu'on appelle les Sangas, pour qui j'ai fait le plaidoyer d'obtenir une zone piscicole protégée, parce qu'à l'époque, c'était le grand marché de cette zone. Il continue à être un grand marché. Dans ce marché-là, vous trouvez des crocodiles, des espèces aquatiques rares. Et donc, si derrière, le gouvernement pouvait nous accompagner à pouvoir améliorer encore ce travail de la pêche, pour les agriculteurs, pour les pêcheurs locaux, ce serait formidable. Donc, j'ai bon espoir que ma demande trouvera un écho favorable. Mais monsieur le député, justement, lorsque vous avez parlé de ce partenariat avec donc l'ambassade de la Russie en lien justement avec la maison de la maison russe, pardon, ça ne vous dérange pas justement ce partenariat, étant donné que quand même la Russie a quand même des influences politiques, notamment en Afrique, et vous faites en plus partie des vice-présidents donc de l'APF, ça ne dérange pas? Il n'y a aucune opposition entre la francophonie et la Russie, que je sache. Bon, la guerre en Ukraine, c'est une chose, mais aujourd'hui, la guerre en Ukraine n'a pas rompu les relations bilatérales entre le Congo et la Russie. Nous continuons à discuter avec nos amis russes, avec qui nous avons des partenariats, qui ne nous empêchent pas d'avoir des partenariats avec les autres puissances. L'important pour nous, c'est que si un jeune peut pouvoir bénéficier d'une formation de qualité dans un pays, peu importe ce pays, nous signons. L'important, c'est que demain, ce jeune revienne et serve le pays. Et je réitère en plus mes propos, vous êtes le vice-président du réseau des jeunes de l'APF, mais justement ce projet-là, est-ce que ce n'était pas possible de le faire dans l'espace francophone? Pourquoi avoir choisi la Russie? Je n'ai pas particulièrement choisi la Russie, c'est la Russie qui est venue à nous. Mais par ailleurs, vous le savez peut-être mieux que moi, l'ambassade de France ou l'Italie ou l'Espagne ou les États-Unis donnent énormément de bourses aux étudiants congolais. Donc ceci n'empêche pas cela. Et je pense même qu'il y a plus de bourses
vers la France, vers les États-Unis, vers l'Europe de manière générale, que vers la Russie ou la Chine. Donc ce n'est qu'un mouvement normal. Et est-ce que vous avez des nouvelles donc, de ces 7 étudiants qui sont donc dans ces universités russes? Est-ce que ce partenariat, vous pouvez dire qu'il porte assez bien ses fruits? Ah oui, j'ai de leurs nouvelles, ils m'écrivent tout le temps, ils me donnent des nouvelles, ils m'envoient des messages. Et ça se passe plutôt bien pour chacun d'entre eux. Je leur rappelle bien évidemment l'opportunité et la chance qui est la leur de pouvoir se retrouver là-bas, comme d'autres Congolais ont pu bénéficier de ces formations-là, de ces bourses étrangères. Donc nous soutenons, nous accompagnons, j'ai de leurs nouvelles et ça se passe bien. Je les motive, je leur rappelle qu'ils doivent être disciplinés, je leur rappelle qu'ils doivent être à l'heure en cours, qu'ils doivent être également de bons élèves pour faire honneur à cette bourse que nous avons pu obtenir et honneur à leur famille et à la localité et en plus au pays, bien évidemment. Et en tant que vice-président du réseau des jeunes parlementaires de l'APF, quel pouvoir réel avez-vous pour porter la voix des jeunes dans l'agenda politique, mais cette fois-ci de la francophonie? Alors, au niveau francophone, en tant que vice-président du réseau des jeunes parlementaires, j'estime que c'est une chance que nous avons de pouvoir avoir le français en partage. Et bien évidemment, je tiens à préciser ceci, la francophonie, ce n'est pas la France. Oui. C'est la francophonie. C'est l'ensemble des pays, c'est le Vietnam, c'est Wallis et Futuna, c'est le Cambodge, c'est le Canada, c'est le Congo. Et tous ces pays ont, avec leur propre identité, on partage la langue française et ont, à certains moments, des problématiques communes qu'elles peuvent mettre sur la scène internationale pour pouvoir faire entendre leur voix. Donc déjà à ce niveau-là, nous nous réjouissons de cela, mais bien évidemment c'est aussi la France. La France n'est pas exclue et fait partie même des grands donateurs de l'APF. Alors, quel est le rôle que nous jouons? Moi je vous donne un exemple palpable. Récemment, l'APF a organisé une mission de bon office en RDC et au Rwanda pour pouvoir faire en sorte que par la parole des peuples, par la parole des représentants du peuple, qui est une parole différente de celle des gouvernements, que nous puissions impulser la dynamique de paix, impulser le dialogue, impulser l'apaisement entre toutes les parties. Et fort de cette mission, l'APF a jugé utile qu'il y ait un jeune dans cette mission de haut niveau. Et donc j'ai fait partie de cette mission pour qu'il y ait au sein de cette mission le regard de la jeunesse, cette jeunesse qui ne veut pas vivre dans un monde en guerre, cette jeunesse qui ne veut pas hériter des conflits qu'elle n'a pas créés, cette jeunesse qui veut vivre en paix, cette jeunesse qui a le dialogue et la paix comme souhait le plus ultime, parce que nous sommes les premières victimes de ces guerres. Et quand là je parle de jeunes, je parle de jeunes, femmes. Ce sont les premières victimes des guerres. Et donc naturellement, le fait que l'APF ait mis au sein de cette mission de bon office un jeune, le vice-président du réseau des jeunes parlementaires, c'est un honneur et nous continuons dans ce sens. Et nous nous réjouissons d'ailleurs lors de la 50e session à laquelle nous venons de participer, des actes forts ont été pris. Nous avons pu prendre une résolution conjointe RDC-Rwanda pour pouvoir impulser cette dynamique de paix. Et donc je me réjouis d'avoir participé à cela et j'espère que d'autres jeunes au niveau de l'APF participeront à ce genre de débat de haut niveau. Aujourd'hui, monsieur le député, pour revenir donc en République démocratique, du Congo, c'est ça. Pensez-vous que les enjeux agricoles dans votre circonscription servent de modèle pour justement d'autres régions du Congo où c'est vraiment un cas isolé? Ah non, ça sert de modèle. Il y a une émulation un peu partout. Là, les zones agricoles protégées, par exemple, qui sont un projet qui est en train d'être déroulé par le gouvernement de la République, s'étendent sur toute l'étendue du territoire national, du nord au sud, un peu partout. Nous voyons l'État accompagner les agriculteurs et nous espérons que... Vous ne faites pas face à des obstacles ou à des défis quand même? Bon, les difficultés que nous pouvons rencontrer sont souvent des difficultés d'ordre des terres. Les populations ont souvent du mal à céder la terre pour pouvoir organiser cela. Mais lorsqu'elles sont elles-mêmes prises à partie pour pouvoir exploiter leur propre terre, c'est un peu plus facile. Et donc partout, il y a une émulation un peu comme ça. Et nous voyons même une compétition entre les districts. Ongoni a fait 8 millions, 9 millions. Evo a fait 10 millions, etc. Il y a eu comme une émulation comme ça, une sorte de compétition entre les différents agriculteurs qui bénéficient des zones agricoles protégées. Et donc, nous nous réjouissons de cela et nous espérons que
ça va continuer et être un peu plus peaufiné au niveau du modèle. Vous avez parlé justement de protection et parmi les obstacles de ce développement dans ce domaine, c'est quand même bien évidemment la sécurité. Il existe donc à Mosende et dans les villages environnants des violences quand même qui ont été perpétrées par des jeunes souvent justement armés de machettes. Comment garantir justement la sécurité des terres? Est-ce qu'il faut durcir justement les lois ou alors bien même un dialogue? Alors, ces violences ne sont pas liées à la terre. Les violences qu'il y a eu au niveau des jeunes de Mosende, c'est un peu le phénomène que nous constatons dans notre pays, une jeunesse qui se laisse emballer par les substances psychotropes, les drogues, qu'elles associent à l'alcool, qu'elles associent à autre chose. Et nous voyons là un peu partout des comportements de plus en plus déviants que nous combattons. Et d'ailleurs, à cet effet, si vous avez bien suivi, j'ai fait le déplacement de Mosende pour aller dialoguer avec cette jeunesse, pour les conscientiser, mais aussi pour les mettre en garde, parce que ce genre de comportement, on connaît la suite. C'est le cercle infernal, le cycle infernal, la police qui les arrête, la justice qui passe par là, et des vies gâchées. Donc je leur ai rappelé que ces comportements doivent absolument s'arrêter dans ma localité. Ils m'écoutent, c'est eux qui m'ont élu. Il ne faudrait pas justement durcir les lois parce que... Écoutez, depuis mon passage, il n'y a pas eu d'autres faits de ce genre qui m'ont été signalés. C'est la preuve qu'ils m'écoutent et bien évidemment, vous savez, c'est eux qui m'ont élu. Donc s'ils m'ont élu, c'est parce qu'ils me font un minimum confiance, c'est parce qu'ils me reconnaissent une certaine autorité sur eux. Et j'ai essayé de faire valoir cette autorité. Et jusque-là, il y a un dialogue. Bien évidemment, je n'ai pas fait que cette sortie médiatique et je me suis terré dans mon trou. Non, nous avons échangé avec les parents d'élèves, échangé avec le corps enseignant, échangé avec la force publique locale pour pouvoir améliorer la surveillance, notamment pour la force publique locale, mais également pour que les enseignants et les parents prennent leurs responsabilités dans le sens de la conscientisation de ces enfants. Mais l'idée, c'est surtout de leur donner une perspective. Je pense que cette jeunesse a peur de l'avenir et cette peur de l'avenir crée ce genre de comportements marginaux. C'est vrai que justement, en tant que député, ça fait partie de votre travail. Les habitants donc partagent avec vous leur inquiétude, que ce soit sécuritaire ou bien même aussi leurs difficultés du quotidien, notamment lorsqu'il s'agit d'infrastructures sur les différents axes routiers et villages. Lorsqu'on sait que la circonscription donc d'Ongoni reporte assez au niveau routier, c'est assez difficile d'accès. Comment justement vous faites pour résoudre ce problème d'infrastructure ? Je crois que vous avez vu dans l'entame de mon propos, je vous ai parlé des efforts que le gouvernement de la République essaye de faire. Mais on ne voit pas forcément les aboutissements. Ah si. Notamment, je peux vous donner un exemple concret, le tronçon Inkwele-Ongoni, donc qui permet d'aller vers le centre, le village centre. La route était très désastreuse et grâce à une inscription budgétaire à la volonté du gouvernement de la République, des engins ont été envoyés, une entreprise a pu avoir le marché et a commencé à travailler la route. Bon, vous me direz, c'est pas suffisant, mais déjà la route est rendue praticable, c'est déjà pas mal et c'est à féliciter. Ils vont aller plus loin. Bon, la réalité est qu'actuellement, cette société fait face à quelques difficultés financières, mais nous gardons bon espoir qu'elle va poursuivre son travail parce que c'est très attendu pour le désengorgement de la localité. Monsieur le député, on arrive vers la fin de l'émission. Votre voix est-il si bien entendue à l'Assemblée nationale que dans votre circonscription également ? Écoutez, moi j'essaye de faire ma part. Est-ce qu'elle est bien entendue? Je ne sais pas. Mais lorsque nous avons quelque chose à dire, nous le disons, pour l'intérêt de nos populations. Et voilà, je suis député de la majorité, donc naturellement j'accompagne le gouvernement dans son action. Et je vois bien que le gouvernement est à la manœuvre et à l'œuvre, malgré les difficultés, malgré les réalités. Nous voyons là un engagement de pouvoir trouver des solutions aux problèmes que vivent les Congolais. Donc, est-ce que ma voix est entendue? J'espère, j'espère, mais du moins, j'essaye de la faire entendre. Et de l'autre côté, est-ce que vous écoutez également les autres députés, notamment de l'opposition, parce que le mot dialogue revient souvent dans le discours officiel, mais selon vous, est-il vraiment un dialogue politique réel entre justement les membres du parti, donc de la majorité, et l'opposition ?
Bien évidemment, vous savez, en République du Congo, nous avons tellement cet esprit de dialogue parce qu'il est ancré dans notre nature de Bantou que nous avons mis en place un conseil consultatif du dialogue. C'est une institution de la République, c'est constitutionnel. Et au sein de ce conseil consultatif, il y a toutes les forces, toutes les parties qui sont représentées pour pouvoir dialoguer et émettre des avis et des orientations au chef de l'État et au gouvernement. Donc, le dialogue fait partie de notre ADN. Ensuite, au niveau de l'Assemblée, nous avons, et ça encore c'est constitutionnel, le parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés prend ce qu'on appelle, ça m'échappe, le chef de file de l'opposition, voilà. Donc nous avons le chef de file de l'opposition qui est un député de l'UPADS, pour ne pas le citer, Pascal Satima Biala, qui est une figure de l'opposition, qui n'est pas du tout en accord avec le gouvernement, qui fait entendre sa voix à l'Assemblée nationale comme tous les députés. Et nous avons des espaces de dialogue. Et vous constaterez aussi que le dialogue étant tellement ancré dans notre culture, qu'à la veille de chaque élection présidentielle, il y a des concertations politiques qui s'organisent autour de toutes les forces vives, qu'elles soient politiques, de la société civile, de l'opposition, donc de tous les bords, pour pouvoir préparer les conditions d'organisation de l'élection. Et ça, c'est à mettre quand même sous le magistère de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui est cet homme de dialogue et de paix. Ça, on ne peut pas le lui enlever quand même. Mais comment vivez-vous, vous, personnellement, cette période électorale en tant que député et représentant donc de votre circonscription? Avez-vous une orientation quand même de vote? Une orientation de vote? Vous savez, moi, mon vote est connu. Je voterai pour le candidat de la majorité parce que je suis député de la majorité et parce que je crois que la majorité a la solution, la plus belle approche de solution pour régler les problèmes des Congolais. Bon, je souhaite qu'il fasse acte de candidature. Je souhaite que le président de la République se représente et soit candidat pour les prochaines élections. Mais nous ne sommes pas encore là. C'est mon avis personnel que je partage certainement avec d'autres et je suis convaincu que je le partage avec la majorité des Congolais. Nous souhaitons qu'il puisse se représenter pour pouvoir poursuivre l'œuvre, achever l'œuvre, continuer à pouvoir impulser une certaine vision pour le Congo au niveau de la magistrature suprême. C'est notre candidat naturel. Chaque parti en ce moment est en train de s'organiser au niveau stratégique, au niveau politique, au niveau des congrès. Nous voyons un peu chaque groupuscule organiser son petit congrès, ses petites concertations. Le parti de la majorité est également en train de s'organiser dans ce sens. Donc chacun affûte ses armes pour pouvoir aller à l'élection de la manière la plus apaisée possible. Et naturellement, mon candidat est connu, c'est Denis Sassou Nguesso. Je pense que c'est le candidat de l'expérience. Je pense que c'est celui qui donne une place prépondérante à la jeunesse. C'est celui qui croit encore que l'énergie de la jeunesse est conjointe avec l'expérience des anciens peut permettre de transformer notre pays. C'est un homme d'expérience. Je le préfère lui à quelqu'un que je ne connais pas encore. Mais ce n'est pas paradoxal quand même, étant donné que vous mettez en avant la jeunesse et là, de soutenir un candidat qui est assez âgé quand même. Mais vous savez, âgé, qu'est-ce que ça veut dire? On est jeune dans la tête. On n'est pas forcément jeune physiquement. Et pourquoi je le soutiendrai? Vous savez, nous avons changé la Constitution en 2015. C'est la jeunesse qui a écouté la place que le président de la République comptait donner avec cette nouvelle Constitution à la jeunesse. Vous constaterez qu'au Congo, il y a de plus en plus de jeunes qui s'invitent à la table des discussions politiques. Vous trouvez qu'il est à l'écoute et qu'il est même conscient en soi des enjeux? Ah ben bien évidemment, il est conscient des enjeux et il écoute. Il a mis en place un conseil consultatif des jeunes qui lui aussi lui émet des avis sur les problématiques de la jeunesse. Et fréquemment, il a des échanges, il rencontre la jeunesse et vous voyez bien, partout où il passe, c'est la jeunesse qui se déplace d'ailleurs en masse. Donc pour nous, c'est lui qui a voulu le changement de la Constitution. Et nous avons cru en cela parce qu'il a promis des choses à la jeunesse qu'il est en train de réaliser. Vous constaterez en République du Congo, comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de directeurs généraux jeunes.
Il y a de plus en plus de sous-préfets, de préfets. Et pourquoi pas un président jeune donc? Et pourquoi pas un président? Ça viendra certainement. Ça viendra certainement un jour, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Monsieur le député, pour clore cet entretien, quel message personnel souhaitez-vous adresser donc aux jeunes d'Ongoni et plus légèrement aussi à la jeunesse congolaise qui doute parfois de son avenir politique? Ah non, moi je vais faire encore mieux, je vais m'adresser à la jeunesse francophone. Je vais dire à la jeunesse francophone de s'engager, d'oser, de croire en son avenir, de croire qu'elle a toute sa place. Personne ne peut vous empêcher de faire valoir votre talent. Personne ne peut vous empêcher de vous mettre sur la table et de partager votre point de vue, vos avis avec les autres. Alors, osant, mais dans la discipline. Il ne s'agit pas, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille renverser la table, que toutes les personnes d'une certaine génération n'ont plus rien à apporter. Je n'y crois pas. Ce sont des personnes d'expérience et nous, les jeunes, nous avons notre énergie à mettre dans un échange intergénérationnel, dans une gouvernance intergénérationnelle utile. Donc, jeunesse de la francophonie, jeunesse du Congo, jeunesse d'Ongoni, ose, lève-toi et prends ton avenir en main, fais valoir ton savoir-faire et ton savoir-être. Merci beaucoup, monsieur le député donc Yves Mundele Ngolo, député élu donc d'Ongoni. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.